C'est déjà la fin du mois, il y a une tempête dehors au moment où j'enregistre, c'est le moment parfait pour le bilan lecture comics du mois d'octobre. Il y a de l'Absolute Batman, il y a de l'Absolute Flash, il y a aussi du Spider-Man et un peu tout ce qu'il y a sur la table, bref, du X-Men et plein de choses à dire. Mais avant tout, dites-moi ce que vous avez lu ce mois-ci, parce que ce format, c'est aussi un peu un book club. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous en commentaire, c'est fait pour ça. Bref, générique. C'est parti pour le bilan du mois, le tout évidemment sans spoil. Commençons par du X-Men, ici en format poche, House of M. Alors House of M, assez particulier puisque je ne l'avais jamais lu. Il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne, il y a une fiche qui sera affichée en haut à droite de votre écran. Le YouTube Game grandit, n'est-ce pas? Je comprends comment marche cette plateforme un peu mieux maintenant après plus d'un an ici. Mais House of M, c'est un des premiers gros titres X-Men que j'ai pu lire, puisque en fait j'avais juste lu le premier poche qui était sorti, celui de Joss Whedon. Mais si vous voulez un avis vraiment complet sur House of M, allez voir cette vidéo parce qu'il y a du bon et du mauvais. Pour résumer tout ça très rapidement, l'histoire est vraiment géniale. Le pitch est simple, Wanda a pété une durite, a tué des Avengers, donc ça va pas très bien se passer. Charles Xavier décide de réunir les Avengers et les X-Men pour choisir en fait et voter du sort de Wanda. Est-ce qu'ils vont devoir l'exécuter? Est-ce qu'ils vont devoir la punir, l'enfermer quelque part? Parce qu'elle a disparu, c'est aussi le problème, donc il faut la retrouver. Puisqu'elle est auprès de son père, et donc Wanda va alterner la réalité. Et je ne vous en dirai pas plus, parce qu'après, ça serait du spoil. Allez voir la vidéo qui est aussi sans spoil, si vous voulez en savoir plus, pour le niveau scénario et aussi analyse de tout ça. Mais c'est très bon, c'est de l'excellent Bendis, cependant je recommande absolument pas ce format, qui a beau être très attractif par son prix et par sa qualité, sa couverture est très sympa, il y a des rabats et tout, c'est un format poche qui est plutôt cool, c'est une saga complète pour 8 balles, mais le problème c'est qu'il y a des cases qui sont illisibles, et ça c'est terrible. Il y a un vrai problème avec le papier mat depuis quelques numéros, là, pour Vador c'est la même chose, on va en parler après, mais voilà, cette édition là je la conseille absolument pas, vous pouvez la trouver... Enfin, vous pouvez trouver cette saga bien moins chère au même prix en soi, mais dans une meilleure qualité, ça c'est sûr, sur Vinted ou Le Bon Coin, bref, en occasion. Donc voilà, foncez parce que c'est du très bon Avengers et X-Men. Ça peut être une belle porte d'entrée si vous n'avez jamais lu de Avengers ni de X-Men. Et si c'est un récit à côté duquel vous êtes toujours passé, que vous adorez les bons comics et Bendis, parce que là c'est du pur Bendis. Avant de passer à Dark Vador, je vous propose de parler de Star Wars, pareil, qui a eu droit à sa vidéo il y a 2 semaines. Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée? C'était le titre de la vidéo. Oui, c'est une excellente porte d'entrée à Star Wars. Je n'ai jamais vraiment lu de comics Star Wars. J'en avais un quand j'étais gosse sur Dark Vador qui était très moche. J'avais pas du tout kiffé en soi. Puis bon, je crois que je le lisais pas, c'était juste pour voir les dessins. Et ça m'a toujours un peu intrigué les comics Star Wars parce que j'aime beaucoup l'univers cinématographique, l'univers vidéoludique aussi de Star Wars, hein. Il y a de très belles pépites, mais par contre, j'avoue que les comics c'est quelque chose qui m'a toujours un peu intimidé parce que ça fait vraiment de niche pour le coup et il faut vraiment... il faut oser s'y plonger, ça c'est certain. Ce run de Jason Aaron et Cassaday, mais aussi Imonen au dessin qui est brillant, reprend donc la suite de l'épisode 4. Donc autant dire que si vous avez vu le film, vous prenez ce comics-là, vous avez une suite qui est canon, puisque tout ça est sorti en 2015, donc juste après que Disney ait racheté Star Wars. Ce qui fait que vous avez ici les premiers runs canon, avec les visages des acteurs et avec des histoires qui sont vraiment cool et très accessibles, puisque c'est le but. Ça reste très fun, je trouve que Aaron réussit vraiment à garder le ton de Star Wars, c'est très coloré, il y a aussi du dramatique, évidemment, il y a un peu d'histoire tragique, mais c'est souvent très drôle. Donc moi, c'est une lecture que je recommanderais forcément, puisque à ce prix-là, je suis très content de cette édition là et je vais continuer cette saga en poche parce qu'elle est complète en 5 volumes et pareil on doit être entre 8 et 10 euros donc ça reste tout à fait accessible pour du très bon comics. Surtout les dessins de Imonen qui est fabuleux, ici avec un Luke Skywalker qui est brillant, je trouve qu'il arrive vraiment bien à lui rendre justice, notamment dans les scènes de combat. Si vous n'avez jamais commencé les comics Star Wars, c'est une super porte d'entrée, je vous le dis d'expérience parce que c'était mon cas. Continuons dans le format poche et le Star Wars, un autre comics qui a eu droit à sa propre vidéo, toujours en fiche en haut à droite de l'écran si vous voulez en savoir plus, Dark Vador. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux comics ici sont sortis en même temps, avec un 3e volume qui est un crossover Vador abattu, qui en fait reprend le crossover entre ces deux séries-là. Cette série-là est sortie en même temps que la série de Aaron. C'est une série qui est scénarisée par Kieron Gillen et magnifiquement dessinée par Salvador Larroca. Pareil, vous êtes ici sur un bon pavé, qui sera complet en 2 volumes. Et en fait, il va évidemment s'attarder, puisque le titre est Vador, sur Vador. Donc en fait, vous allez suivre Dark Vador après la destruction de l'étoile de la mort. Et donc Vador se fait bolos par Palpatine, c'est devenu le petit nul qui a pas su... qui s'est fait avoir par des petits rebelles, quoi. Et donc il va essayer de monter son armée, il va essayer de redevenir quelqu'un, de retrouver une place importante
au sein de la République, de l'Empire, pardon, pas de la République, qu'est-ce que je dis. Mais je dois dire que niveau tonalité, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus sombre, ce qui veut dire que si vous voulez vraiment lire du Star Wars léger, je conseille carrément la série de Aaron que j'ai trouvé beaucoup plus sympa. Celle-ci, je la trouve bien, un peu moins accessible, les références sont plus subtiles en soi, même s'il y a certaines scènes, c'est assez drôle, qui sont présentes dans les deux séries, donc on a vraiment deux points de vue différents d'une scène très importante où Dark Vador apprend quelque chose de fou. Sinon, ça reste plutôt cool. On a des nouveaux personnages, notamment Afra qui fait son apparition, et les dessins de Salvador Larroca restent tout à fait jolis, même si je dois dire que ça manque un peu de clarté et de dynamisme, notamment dans les scènes de combat. C'est très cinématographique, mais alors qu'est-ce que c'est figé, quoi, des fois, c'est quand même assez dommage, et on a du mal à comprendre parfois les différents mouvements des personnages. En fait, il n'y a aucun trait de mouvement, ce qui fait que ça rend le tout vraiment très figé et beaucoup trop peu dynamique pour du Star Wars où on a beaucoup de batailles galactiques quand même. Donc bon, c'est un tome que je conseille quand même si vous avez pris la première série. De toute façon, en général, vu le prix, on peut prendre les trois, on est à 20-24 euros. Pour les 3 tomes qui sont sortis, Vador abattu que je n'ai pas encore, je pense que je le prendrai incessamment sous peu, ça a l'air très très cool d'après vos retours en commentaire. Et repartons sur du X-Men avec Marvel ici, de la VO, la Epic Collection. Alors vous le verrez très bientôt dans les achats du mois, j'attends une belle surprise là que j'ai commandé tout à l'heure. J'ai un peu craqué pour le budget ce mois-ci au niveau des achats. Il y a un omnibus Batman qui arrive, je vous en dis pas plus, vous le découvrirez avec moi lors d'une vidéo qui sera dédiée aux vidéos achats. Mais j'ai craqué pour les Epic Collections, j'en ai pris 3, j'ai pas réussi à choisir. Est-ce que mon porte-monnaie est d'accord? Absolument pas. Mais que voulez-vous, la passion. Je ferai une vidéo crash test, notamment sur ces nouveaux formats là que je teste, parce que l'Epic Collections, c'est un format que je kiffe, que je viens de découvrir là. Alors j'en avais entendu parler, mais le principe est assez simple, hein, c'est de rassembler des arcs entiers pour peu cher, on va dire, même si c'est un prix quand même. Mais c'est surtout que c'est un excellent rapport qualité-prix pour lire, notamment ici la saga du Phénix Noir avec The Fate of Dark Phoenix, avec évidemment les X-Men de Claremont. Alors je l'ai pas lu en entier, j'ai lu simplement la moitié pour le moment. Pour vous dire, j'ai fini tout à l'heure le dernier épisode qui suit le dernier épisode en fait de Dark Phoenix avec un épisode que j'ai trouvé magistral sur... C'est lequel d'ailleurs? C'est quel numéro? C'était LG, donc X-Men numéro 138 sorti en 1980, en octobre 1980. C'est un numéro qui est franchement brillant et qui revient aussi sur toute la saga de l'Arc du Phénix et même l'histoire des X-Men à travers les yeux de Scott, qui est endeuillé, je crois qu'on peut le comprendre ici à la couverture pour le coup, qui spoil carrément tout. Mais que voulez-vous, c'est brillant, j'ai adoré. Il faut dire que les X-Men de Chris Claremont, c'est quelque chose qui m'avait un peu rebuté il y a quelques temps lorsque j'avais essayé de lire les X-Men sur Marvel Unlimited, notamment... C'était le numéro 100, j'avais commencé vers le numéro 90, histoire d'aller jusqu'au 102-103, avec la première apparition du Phénix et tout ce qui va avec. J'avais absolument pas accroché, j'avais trouvé ça vraiment lourd, ça partait un peu dans tous les sens, c'était très épisodique, avec des combats anecdotiques, des méchants anecdotiques pour faire durer un peu tout ça. Je pense que c'était surtout dû au mood et que j'arrivais pas à rentrer dedans à cause du format, lire en numérique. Les X-Men, je trouve ça pas possible. Marvel Unlimited, je ferai une vidéo retour bilan un an après, parce que ça fait un an que je suis abonné à la plateforme là. Et honnêtement, je ne pense pas renouveler mon abonnement pour différentes raisons que j'évoquerai dans cette vidéo bilan. Mais redécouvrir vraiment les X-Men et ici, donc avec une porte d'entrée complètement accessible, puisque tout commence avec l'épisode, il me semble que c'est 135. Hein. Non, c'est l'épisode 129, donc ça vous laisse quand même quelques épisodes pour comprendre tout ce qui se passe, rencontrer les personnages petit à petit, comprendre, voir Jean être submergée par son pouvoir. Et je trouve que clairement on a vraiment une plume littéraire qui manque aux comics aujourd'hui et c'est quelque chose que j'aime profondément. Je trouve que c'est un auteur qui sait écrire, c'est un auteur qui sait vous émouvoir et il m'a mis la larme à l'œil plus d'une fois avec ce comics-là. Ce qui est fort parce que les comics des années 80, en général, c'est quelque chose qu'on lit avec un peu de recul, qui parfois ont du mal à nous emporter. Là, je suis complètement fan, je suis sidéré par cette saga-là. J'ai qu'une envie, c'est de finir cette vidéo pour aller lire la suite, pour tout vous dire. L'Epic Collections, c'est une collection qui est géniale, je trouve que la qualité du papier est chouette, même si on est sur un format classique. Mais de ce que j'ai lu de la saga du Phénix, on a évidemment toutes les intrigues sur le Hellfire Club, pour ensuite aller jusqu'à Jean, qui perd totalement le contrôle de son pouvoir du Phénix pour devenir le Dark Phoenix. Ça peut paraître tout bête et paraît être une histoire qu'on a déjà vue 1000 fois, mais la façon dont l'écrit Claremont est profondément humaine et ces X-Men sont des personnages mythologiques, tragiques et c'est ce que je trouve assez fascinant en fait. Cyclope,
c'est une métaphore du contrôle, tout simplement, de quelqu'un qui peut pas lâcher la pression. Bref, c'est excellent, j'ai qu'une hâte, c'est de vous en faire une vidéo où on parlera en détail de la saga du Phénix. Il faut que je digère un peu tout ça avant de pouvoir revenir dessus, mais il y a énormément de choses à dire. Rapidement, avant de passer à Absolute Batman, Absolute Flash et Spider-Man, la dernière lecture en physique que j'ai eue là, c'était la suite de Saga. Je vous ai assez parlé de Saga ces dernières semaines, je pense, avec les vidéos lecture, bilan, tout ça. Je suis très fan de cette collection-là, je trouve que Saga est toujours aussi bon. J'en suis à un quart, là, j'ai pas trop avancé dans la deuxième intégrale parce que justement j'ai lu tout ça, mais je trouve que Brian K. Vaughan arrive quand même à renouveler ses personnages, à vraiment faire évoluer l'intrigue, même si ça devient un peu soap opéra, c'est toujours aussi barge, c'est toujours aussi barré en soi, toujours aussi mature et fait pour adultes, hein. Il y a toujours beaucoup de contenus qui sont très explicites, on va dire. Il teste ici le couple de Marco et Alana, alors qu'ils essaient d'être de bons parents pour leur fille, et qui sont aussi recherchés par la galaxie entière, entre parenthèses, hein. Donc Saga, c'est une sacrée aventure, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant, et c'est vraiment un ovni du monde du comics, je trouve, qui mérite d'être lu. Parlons Absolute Batman. Bon, il y a une vidéo qui est sortie semaine dernière pour revenir sur la première année donc d'Absolute Batman. Qu'est-ce que ça vaut? Un an après, on a fait un bilan d'Absolute Batman qui durait un peu longtemps. Pour faire le point sur les 12 premiers numéros, j'ai lu le 13e là qui est sorti donc ce mois-ci, qui était hyper attendu avec sur la couverture Absolute Catwoman. Et ben, c'est trop bien, c'est génial. Moi je suis fan de Absolute Batman, je trouve que Snyder écrit quelque chose de phénoménal qui ne cesse de monter en crescendo. Et après 12 épisodes hyper solides avec quelques hauts et bas quand même, hein, on en parle dans la vidéo de samedi dernier, je trouve quand même que l'épisode 13, même s'il fait pas forcément beaucoup avancer les choses, donne énormément de contexte sur la relation entre Selina Kyle et Batman. Et ça c'est très très sympa parce que aussi il fait un peu avancer l'histoire sur le plan émotionnel et relationnel. Donc ça c'est très important. Il y a aussi des nouveaux personnages qui arrivent, qu'on attend. Évidemment c'est toujours un des plaisirs je trouve d'Absolute Batman, c'est d'avoir ces personnages là qu'on connaît et voir comment les cartes ont été redistribuées, voir les rôles que Snyder leur donne ici. C'est génial. Franchement, il y a un teasing de malade pour l'épisode 14 qui devrait être l'affrontement final. Et j'ai juste qu'une hâte, c'est qu'il sorte quoi. Donc Absolute Batman, moi je suis hyper fan. Je trouve que c'est un des titres absolus les plus solides. Et clairement je le rachèterai en hardcover lorsqu'il aura une très belle édition parce que c'est un récit que j'ai très envie d'avoir vraiment dans une chouette édition quoi, pour le relire et voir comment Snyder maltraite Bruce plus que jamais, vraiment. D'ailleurs, je serais très curieux d'avoir votre avis justement sur cet épisode 13, puisqu'il y a des choses qui sont assez intéressantes dans la façon dont certains personnages sont introduits, dans la façon dont Batman à la fois évolue, il arrive vraiment à un cap de son identité de Batman, mais semble être plus nuancé aussi, et ça c'est plutôt cool. Snyder est vraiment sur une pente glissante, à une limite que je trouve à la fois osée, mais aussi jouissive quoi. Ça sent que je fais de mon mieux pour pas spoiler là, non? Bref, lisez Absolute Batman, c'est génial. Absolute Flash numéro 8, bon bah je dois vous dire que Absolute Flash, pareil, je parle que des vidéos que j'ai fait, j'ai l'impression, mais il y a une vidéo qui est sortie pour faire le recap des 6 mois Absolute Flash, il y a quoi, peut-être 3 semaines, pour faire le recap des 6 mois, des 6 premiers numéros. J'avais un avis qui était très nuancé, je trouvais que, à la fois, j'adore Jeff Lemire, je suis très fan de Jeff Lemire, j'adore Flash, je suis fan de Flash, mais là, je dois dire que j'ai l'impression que Jeff Lemire ne sait pas où il va avec ce Flash. Au bout de 7 numéros, en fait, il n'y a pas de ligne rouge, ça part un peu dans tous les sens. Au niveau des dessinateurs, on passe du très bon au très mauvais au médiocre, pour revenir à quelque chose de bon là dans ces derniers épisodes. Il y a des super idées qui sont pas hyper exploitées, mais justement l'épisode 8 m'a vraiment surpris parce qu'on est sur un épisode flashback qui va revenir en fait sur la vie de Barry Allen avant les événements du premier numéro d'Absolute Flash. Et c'est génial parce que on découvre Barry Allen, on découvre des personnages comme Eobard Thawne, comme sa petite fille aussi, et donc justement le relationnel, la vie de Barry en fait, qui n'est pas Flash ici, puisque Absolute Flash est évidemment Wally West, hein, ça vous le savez, mais je trouve que ça apporte beaucoup de nuances et une deuxième lecture sur les événements de Flash 1. Seul truc, c'est que cet épisode est génial parce qu'en fait, il n'y a pas Wally, et c'est un peu triste, hein, non, parce que c'est le personnage principal. Je pense qu'à un moment, il faudrait le rendre sympathique, le gars, et essayer juste d'écrire quelque chose sur lui, de lui donner une ligne rouge et vraiment une directive, parce que là, à part fuir pendant 6 numéros, après 2 numéros qui vont un peu dans tous les sens, avec quelques flashbacks à droite à gauche, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour le moment. Il y a de chouettes idées, c'est le cas avec l'épisode 8, donc j'ai assez hâte de voir le 9, voir justement où va reprendre l'histoire et si finalement les choses vont finir par conclure à quelque chose, quoi. J'ai l'impression que c'est Camelot 2, tout ça, c'est terrible. Et il nous reste 2 comics Spider-Man. D'abord Spider-Man Torn de JMS Straczynski qui est de retour après 20 ans sur Spider-Man. On fera une vidéo beaucoup plus en détail ce samedi qui reviendra vraiment sur mon avis et mon analyse du premier numéro.
mais je dois dire qu'après 20 ans, quand même, il y avait beaucoup d'attentes, il y avait beaucoup d'espoir aussi par rapport à ce que JMS pouvait raconter. Et justement, qu'est-ce qu'il raconte? C'est les aventures de Peter à la fac. Donc on est de retour dans un synopsis qu'on n'avait pas vu en fait depuis très longtemps. Dans le synopsis en fait de l'ère Romita et Stanley, ce que je trouve génial parce que je suis à fond dedans en plus avec le Spidey Challenge, les épisodes 50 à 55 là de The Amazing Spider-Man, qui sont complètement soap opera, qui sont complètement dans cette vibe où on a un Peter qui vit avec Harry dans un appart, qui est étudiant, qui galère entre sa vie de super-héros et sa vie d'étudiant, sa vie sociale, parce qu'il cache tout ça aussi à ses amis. Il est dans des galères monstres entre May, Mary Jane, Gwen, Harry, le bouffon vert qui a perdu la mémoire, enfin bref, il y a plein de choses très drôles. Et Straczynski reprend cette situation-là, reprend ce contexte pour nous raconter une histoire qui va tourner autour d'un nouvel ennemi qui s'appelle Evangeline. Je vous en dirai pas plus sur Evangeline, on en parlera en détail dans la vidéo qui viendra ce samedi, mais alors, j'ai trouvé que ce premier numéro avait beaucoup de promesses, en fait, il a beaucoup de bons points, c'est-à-dire que déjà, Perez au dessin, je le trouve très bon, je trouve qu'il arrive à rendre un Spider-Man qui est dynamique, fluide, les visages sont assez émotifs et correspondent très bien à ce que Straczynski essaie de nous faire passer, mais c'est une série, en fait, en 5 numéros qui va être, je pense, très nostalgique. Avec ce premier numéro-là, il vient nous introduire tout ça, il vient nous introduire le personnage, Spider-Man aussi avec un combat dès les premières pages contre l'homme sable qui sert un peu à rien mais c'est juste pour le fun quoi, pour montrer, pour donner en fait la tonalité à la série puisqu'il l'enferme dans les petites bouteilles en une page, c'est un peu drôle et ça donne la tonalité de la série qui va être très good vibes, très ancien en fait, très vintage et nostalgique, toutefois en mettant une sorte de petite crise d'identité dans la tête de ces petits ados là qui se demandent ce qu'ils vont être dans 10 ans et donc il y a des points intéressants mais honnêtement je suis pas sûr qu'on va pouvoir s'attendre à un vrai chef-d'œuvre quand on voit à quel point le scénario est peu original, puisque Evangeline, la méchante ici, je trouve, pour le moment en tout cas, n'a pas grand chose d'original et ça a l'air un peu générique. Après, c'est que le premier épisode. Je trouve que pour une mini-série écrite par JMS, ça se lit très bien, c'est très sympa, ça fait plaisir en tout cas de retrouver Peter dans ce schéma-là. Donc ça reste du bon Spider-Man, mais j'espère quand même qu'il va réussir à nous surprendre parce qu'il l'a déjà fait, hein, c'est une légende des comics, notamment il a signé des runs légendaires sur Spider-Man, donc j'espère qu'il nous surprendra d'ici le numéro 5. En tout cas, c'est une lecture que je suivrai mensuellement, donc on en reparlera évidemment dans les bilans mensuels, tout comme Ultimate Spider-Man. J'ai rattrapé un peu mon retard, j'avais du retard sur Ultimate Spider-Man, en fait, je m'étais arrêté à l'épisode 17, donc j'ai lu le 18 et 19, ou le 20, je sais plus, c'est terrible, je crois que j'ai lu le 19 et 20, c'est ça 18, 19, 20, bref. La série s'arrête bientôt, la série s'arrête dans 2 mois. Je suis pas prêt à ça, je ne suis absolument pas prêt, surtout que là, pour avoir lu le 19 et 20, autant je trouve que cette version du Ultimate Spider-Man, où ici on va retrouver donc ce Peter Parker qui avait pas de pouvoir, qui a passé 20 épisodes à flâner un peu à droite à gauche pendant qu'on apprenait comment Oncle Ben monte un journal avec Jonas Jameson pour combattre la corruption. Il se passe évidemment d'autres choses avec Mysterio, avec des méchants à côté, avec le Kingpin, mais je trouve que ça prend énormément son temps, et là ça devient un peu pressant parce qu'on est quand même à l'épisode 20. Il y a des choses très cool hein, dans l'épisode 19 avec notamment l'apparition d'un personnage très attendu et surtout très surprenante parce que je m'attendais pas à ce qu'il arrive de cette façon-là et sous cet angle-là narratif qui est plutôt original. L'épisode 20, je trouve, retombe dans les travers en quelque sorte de cette série-là qui se veut être très tranche de vie. En même temps, il y a une narration mensuelle, donc une narration qui est très tranche de vie de base, donc c'est compliqué de raconter, je trouve, une histoire très rythmée avec ça. Mais le récit, faut dire, avait pris en vitesse depuis l'épisode 13, sauf que là, je vois pas comment ça peut se conclure aussi vite, donc j'espère que Hickman maîtrise parfaitement son récit et va pouvoir nous raconter quelque chose de satisfaisant, parce que moi je kiffe cette série-là, je trouve qu'elle est très bonne, hein. Elle est absolument pas mauvaise pour rien au monde, mais c'est juste que niveau rythme, c'est un peu surprenant, sachant que c'est censé s'arrêter au numéro 24. Mais on a évidemment des tournures telles que Hickman adore faire ce genre de théorie du complot, des gens qui contrôlent tout dans l'ombre. Donc il y a des tournures scénaristiques intéressantes, mais alors j'ai quand même un peu hâte et je suis assez curieux de voir ce qui va se passer après l'épisode 24, si la série va être terminée, si on ne parlera plus jamais de cet univers-là qui pourtant je trouve est très riche et pourrait continuer pendant des années, parce que moi je suis fan, mais bon, seul le temps nous le dira. Bref, c'est tout pour les lectures de ce mois-ci. Dites-moi ce que vous avez lu en commentaire, ce que vous avez pensé de ces comics-là, et puis c'est le moment d'échanger, c'est le book club du mois, et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci pour votre fidélité, merci d'être aussi nombreux à suivre One More Day Comics. On se retrouve chaque mercredi et samedi pour une nouvelle vidéo. Faites en sorte que chaque lecture compte. Ciao.